14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dimanche 16 mai 1937, c'est le dimanche de la Pentecôte. Il est environ 6h30 du soir sur le quai de la station de métro Porte Dorée. Et 3 jeunes parisiennes, elles s'appellent Yvette, Marie et Elisabeth. Elles attendent toutes les 3 le prochain métro pour rentrer chez elles, à l'autre bout de la capitale. Et voici que la rame surgit hors du tunnel. Dans la voiture de première classe, hormis les rares passagers qui grimpent avec les 3 jeunes filles, ne se trouve qu'une femme rousse, elle a une trentaine d'années, habillée d'une robe verte, elle est installée dans le sens de la marche et visiblement elle s'est assoupie. La rame redémarre, on entre dans le tunnel et soudain, dans un hoquet, la femme rousse glisse de son siège et s'effondre au sol. Un des passagers se précipite, il pense la trouver seulement inconsciente. Mais non. Non, la vérité est tout autre. Il peut voir en vérité, avec horreur, un couteau planté entre l'oreille et la nuque de la pauvre femme. Il se trouve que l'homme est un médecin militaire et tout de suite il comprend qu'elle n'a aucune chance, elle ne pourra pas s'en sortir. Le coup a été porté avec tellement de violence que la lame a atteint la moelle épinière. C'est ce qu'apprendra en tout cas plus tard à ceux que la question intéresse, le rapport d'autopsie. Le médecin décide de ne pas s'attarder. Il ressort de la rame avec les 2 personnes qui l'accompagnaient. C'est donc Yvette, Marie et Elisabeth qui vont appeler les secours de toute urgence. Secours à qui il va falloir près d'une demi-heure pour arriver auprès de la victime. Et quand ils arrivent, Laetitia Toureau, parce que c'est son nom, est inconsciente. Bientôt, dans l'ambulance qui l'amène à l'hôpital Saint-Antoine, la malheureuse expire. Et le lendemain soir, voici ce qu'on va pouvoir lire dans Paris Soir. Il y a de temps en temps dans la chronique du crime une affaire qui surgit et dont tout le monde sait sans dès la première minute qu'elle sera une grande affaire. Eh bien, l'enquête peut commencer et elle va tenir la France en haleine, cette enquête. Elle va la tenir en haleine plus longtemps même que vous ne le pensez. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'affaire est confiée au commissaire principal René Badin de la brigade criminelle. Quand il découvre la scène de crime, voici ce qu'il constate. À regret, bien sûr, le corps de la victime a été déplacé plusieurs fois avant d'être emmené par les secours. La plupart des témoins sont partis sans avoir témoigné ni été identifiés. C'est incroyable, l'attitude notamment de ce médecin militaire dont je vous parlais. Et enfin, ajoute donc l'inspecteur, le sac à main de la victime a disparu. Heureusement, on va retrouver ce sac à main un petit peu plus loin. Dans ce sac, le commissaire fouille, il retrouve des billets de métro, un poudrier, un bâton de rouge à lèvres, une paire de gants, enfin tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de sac, et puis un portefeuille. Et dans le portefeuille, une carte d'identité avec le nom de la victime, donc Laetitia Marie-Joséphine Toureau, née Nourrissa, le 11 septembre 1907 et demeurant à Paris, 3 rue Pierre-Belle, dans le 20e arrondissement. Laetitia Toureau, dont on comprend qu'elle avait 29 ans. À partir de là, évidemment, on va se pencher sur son cas, examiner son parcours à la loupe. La famille de Laetitia est une famille pauvre, originaire d'un petit village des Alpes italiennes. Ces gens-là sont venus s'installer en France alors que Laetitia n'était qu'enfant. Son père, qui était un paysan, un ouvrier agricole, son père est mort à la guerre et quand elle a eu 23 ans, Laetitia s'est mariée à un certain Jules Toureau, qui était artisan potier. On ne peut pas dire que l'union ait duré longtemps. Jules est mort bientôt de la tuberculose en 1935 et depuis lors, Laetitia travaille dans une manufacture de cirage. Vous allez me dire, rien de bien extraordinaire dans tout ça, seulement en fouillant dans les affaires, les enquêteurs vont tomber sur 2 petits mots qui sont quand même intéressants. Le premier, dans le portefeuille, indique qu'elle devait retrouver plus tard le même soir un certain Jean Martin. Elle devait le retrouver dans un troquet du côté du théâtre des Jazets à 22h, comme nous disons-nous maintenant, à 10h du soir. Un autre mot, qui est toujours dans le sac de Laetitia, indique une relation avec un militaire affecté en Lorraine et qui s'appelle René Schramm. Un de ces 2 hommes pourrait être, c'est en tout cas ce que se dit la police, à bon droit, un de ces 2 hommes pourrait être la clé de l'énigme. Et si l'on était tout simplement en face d'un crime passionnel. Franck Ferrand
sur Radio Classique. La police ne va pas mettre longtemps à retrouver les deux suspects, là, ce Jean Martin et ce René Schramm. Alors le premier, Jean Martin, il est d'ailleurs retrouvé le soir même, c'est un mécanicien de marine qui est basé à Toulon. C'est sans doute le plus suspect et la police se dit qu'elle a là une énorme piste. Sauf que, en creusant un peu, on se rend compte que ce n'était pour Laetitia qu'une connaissance et que la vérité, c'est qu'il était sur le point de lui poser un lapin à la pauvre Laetitia Tourreau. Il n'aurait pas honoré le rendez-vous qu'il avait avec elle près du théâtre des Jazets puisque ses supérieurs ne l'ont pas laissé quitter sa base provençale, sa base de Toulon. Bref, bien obligé d'écarter cette première piste. Alors, reste le second homme, René Schramm, qui lui aussi est un militaire, basé en Lorraine cette fois. Il passe, lui, pour être le fiancé de Laetitia, sauf que on est bien obligé de constater, quand on regarde exactement son emploi du temps, qu'il était en service, loin de Paris, aucun moyen de le rapprocher de ce meurtre qui a eu lieu comme ça, dans l'obscurité du métro. On écarte le deuxième suspect. Les enquêteurs sont bien embêtés. Évidemment, à l'époque, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est pas question de collecter les éventuelles traces d'ADN restées sur le couteau encore planté à chaud dans le corps de la victime. Il va falloir attendre la fin du siècle pour que cette technique apparaisse. À l'époque, les enquêteurs du Quai des Orfèvres n'ont pour arme principale, j'allais dire, que leur flair. Reste donc le fameux médecin militaire, là, celui qui a tenté de secourir la victime. C'est quand même un peu étrange qu'il se soit précipité aussi vite vers elle et qu'ensuite il soit parti sans laisser de traces, et même avant l'arrivée des secours, avant l'arrivée de la police. Les enquêteurs se disent qu'il faut creuser cette piste-là, sauf que de nouveau ils vont faire chou blanc. L'homme se présente à eux pas très longtemps après le meurtre, et c'est pas du tout pour se livrer. Il explique à la police qu'il avait un rendez-vous très important, qu'il ne pouvait rien faire pour secourir la victime, il s'en est rendu compte, il s'était sali en essayant de la secourir, et il s'est dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille pour prendre le temps de se trouver des vêtements propres avant d'aller à ce rendez-vous très important pour lui. Bref, il explique tout ça, il a l'air convaincant. La moralité n'est pas sauve dans cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, il n'y a pas de quoi non plus lui imputer le meurtre. Et là encore, on se dit que c'était un coup pour rien, c'était une mauvaise piste, il va falloir aller chercher ailleurs. Là, la police est complètement perdue, autant le dire. Le crime a l'air d'un crime parfait. Le meurtrier s'est littéralement évaporé sur place. Alors on va élaborer des scénarios. Voilà ce que pensent les enquêteurs. Le ou les assassins seraient montés porte de Charenton quand la rame était encore à l'arrêt, puis ils seraient redescendus avant que la rame ne reparte. Problème, quand on interroge le chef de station à la porte de Charenton, lui est absolument formel. Il n'a vu personne descendre du wagon, parce qu'à l'époque, on avait des chefs de station qui étaient là sur les quais et qui observaient comment se déroulaient les manœuvres du métro. Les choses ont beaucoup changé, vous me direz, on a des caméras maintenant. Bref, ça c'est un premier scénario. Deuxième scénario, l'assassin ou les assassins, parce qu'on n'en sait rien, seraient montés porte de Charenton, auraient sauté du train en marche pour fuir. Problème, à 40 km/h, ça aurait quand même été très difficile. Et puis, ils auraient risqué de s'électrocuter sur les voies qui sont électrisées, vous savez, électrifiées. Bref, ça paraît très peu probable. Troisième possibilité, l'assassin ou les assassins auraient changé de wagon après avoir tué Laetitia. Ça, c'est pas très vraisemblable non plus, puisque des dizaines de passagers se trouvaient dans les autres voitures. On aurait vu, vous savez, à l'époque, pour passer d'une voiture à l'autre dans le métro, il fallait ouvrir des loquets, traverser, enfin, passer vraiment d'une voiture. Les voitures n'étaient pas liées comme elles le sont aujourd'hui. Bref, ça se serait vu, quoi. Vous imaginez l'aubaine pour les journaux de l'époque, qui sont en plus des journaux à grand tirage. C'est du pain béni, cette affaire. Dans les kiosques de la capitale, la mode est à la surenchère, le fait divers le plus sensationnel, le roman policier de l'époque. Et oui, évidemment, c'est le détective du 27 mai 1937 qui fait ce genre de titre, mais on peut lire ça dans d'autres journaux. Par exemple, on peut lire: il y a eu ce dimanche un meurtre qu'on ne pouvait imaginer plus horrible dans les sous-sols de Paris. Un crime machiavélique en tout point, puisque c'est à une innocente jeune femme que quelqu'un a pris la vie. Bon, le genre de titre de journaux. Laetitia, après tout,
n'était peut-être pas blanc-bleu, elle, dans cette affaire. Et c'est ce que vont essayer de découvrir les enquêteurs en essayant d'aller encore plus loin dans tout ce qu'on peut savoir de sa vie. Et c'est là, pense-t-il, qu'ils vont trouver les réponses à leurs interrogations. Et ce qu'ils trouvent n'est d'ailleurs pas inintéressant. Alors, je vous l'ai dit, Laetitia travaillait dans une manufacture de cirage. On est en 1937, il n'y a pas tellement longtemps, le pays était secoué par les grandes grèves du Front populaire, vous savez. Et dans les usines, certains patrons avaient peur de voir le mouvement reprendre. Et donc, ils cherchaient à savoir ce qui se tramait chez leurs ouvriers. Les enquêteurs vont découvrir que Laetitia travaillait en intelligence avec sa direction. Elle livrait des renseignements sur les activités des autres ouvriers de la manufacture, souvent des ouvrières d'ailleurs, disons les choses. Bref, elle était une sorte, comment on pourrait dire, de cafeteuse, de moucharde patronale. Et à partir de là, on peut imaginer que l'activité aurait mal tourné, que certains s'en seraient rendus compte et qu'on aurait voulu lui donner une leçon. Bon, c'est une hypothèse qui est intéressante, mais que personne n'a jamais pu étayer. Et puis, il y a une piste plus politique. Il semble que Laetitia ait été assez impliquée dans les milieux fascistes italiens de la capitale. D'ailleurs, le commissaire Badin s'aperçoit que très souvent, jusqu'à plusieurs fois par mois, elle se rendait en toute discrétion à l'ambassade d'Italie sans qu'on arrive à déterminer la raison des rendez-vous secrets qu'elle y avait. À cette époque, il y a pas mal de dissidents italiens qui ont fui le régime fasciste, qui se sont réfugiés en France. Pour autant, il n'échappe pas au service du Duce, à cette police politique qui a partout des informateurs. Est-ce que Laetitia aurait été une de ces informatrices ? Paris Soir, dans son édition du 28 mai 1937, écrit ceci. Laetitia Toureau aurait averti son père qu'elle s'occupait de missions policières. Elle aurait précisé que certains de ses services étaient très délicats et qu'elle ne pouvait pas se défendre à certains instants d'éprouver quelques craintes. Ah, ben là, les choses deviennent quand même un peu plus sérieuses. Et puis, il y a une autre piste qui lie Laetitia à la Cagoule. Vous savez, ce groupement clandestin terroriste organisé autour de la lutte anticommuniste. C'est une sorte de réponse à l'avènement du Front populaire, si on veut, entre autres. Laetitia aurait peut-être déplu à l'organisation de la Cagoule, et quand on déplaisait à la Cagoule, il fallait s'attendre au pire. Vous voyez que les hypothèses qu'on soulève deviennent quand même de plus en plus sérieuses, mais il n'y en a aucune jamais qui a pu être confirmée avec certitude. Ce sont près de 500 personnes qui vont être entendues au quai des Orfèvres, 500 personnes qu'on interroge en vain. Et puis arrive 1939, l'entrée de la France dans la guerre, et les enquêteurs, à bout de souffle, décident de classer l'affaire. Il y aura des rebondissements, mais ces rebondissements-là, ils interviendront des années plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit qu'il y avait des rebondissements dans notre affaire. C'est 11 ans plus tard, donc après la guerre, on est en 1948 maintenant, que l'affaire va refaire la une des journaux. Ça y est, on retrouve le nom de Laetitia Toureau. Il y a beaucoup de lecteurs qui se rappellent cette histoire. C'est d'un asile alsacien que partent les choses. Il y a en effet un patient qui va se déclarer coupable de ce meurtre mystérieux. Et il y a des raisons de prendre cet homme-là au sérieux, puisque c'est un récidiviste. Il a déjà tué des femmes au hasard, notamment à l'aide d'un couteau. Le commissaire qui est chargé de reprendre l'affaire s'appelle Pinault, et donc il se rend près de Strasbourg, à l'asile de Heurt, où se trouve donc le suspect qui a 41 ans, qui s'appelle Lucien Helleux. Il avait déjà été interné à Villévrard et à Valence. Il avait donc, quelques mois avant l'affaire Toureau, assassiné une jeune femme de 2 coups de couteau dans le dos, ce Helleux, sauf qu'on l'interroge. Le commissaire Pinault est très pointilleux, il fait très bien son travail, mais il se rend très vite compte que le témoignage de cet Olybrius ne colle pas du tout. Helleux, par exemple, dit qu'il a commis son crime à 1h30 de l'après-midi, mais en fait, Laetitia Toureau, et ça c'est absolument établi, a été assassinée à 6h30. Pinault abandonne la piste, il laisse ce fou dans son asile, il remet l'affaire dans son carton, et là, cette fois, on se dit qu'elle n'en sortira plus. Eh bien si, elle va en ressortir un jour de l'automne 1962, un jour où la police reçoit une lettre alors vraiment très étrange. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Monsieur le commissaire, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant comme l'œuvre d'un fou et peut-être cela vaudra-t-il mieux. Sans doute vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Toureau qui eut lieu porte de Charenton dans le métro le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Toureau. Cette lettre va sans doute vous étonner. Pourquoi l'auteur d'un crime réputé parfait peut-il ainsi raconter son forfait plus de 20 ans après ? Je ne saurais vous le dire exactement. Sans doute ai-je besoin de me libérer. Peut-être aussi une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la solution de cette affaire. Non mais vous imaginez le coup de théâtre. L'auteur de la lettre anonyme, c'est un médecin de Perpignan. C'est en tout cas la seule chose qu'on puisse savoir de lui, puisqu'inutile de vous dire qu'il n'a pas révélé son identité. Il raconte son histoire. Il aurait rencontré Laetitia à la fin de 1936 et très vite il serait tombé amoureux. Et alors que lui avait bien sûr envie d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à lui proposer de l'épouser, Laetitia se serait esclaffée et elle l'aurait éconduit, mais alors vraiment d'une façon humiliante. Et lui, ce qu'on peut comprendre, aurait vécu tout cela très mal. Et par la suite, ils auraient été plusieurs semaines sans se voir, mais finalement, Laetitia, peut-être de guerre lasse, on ne sait pas, on ne saura jamais, elle aurait en tout cas accepté un dîner qui devait avoir lieu le 16 mai 1937. Le jour même, elle aurait annulé le rendez-vous, et ça, le jeune homme ne l'aurait pas supporté. Fou de rage, dit-il, il a donc décidé de filer Laetitia, ce qui l'a amenée à la station Porte de Charenton, et alors qu'elle pénétrait dans le wagon de première classe, il l'aurait suivie, interpellée, et sans attendre de réponse, enfoncé la lame dans sa chair. Elle ne pouvait plus hurler, là, déjà. Elle n'en avait plus la possibilité. Et très vite, il serait parvenu à sortir du métro sans être vu. Et avant le départ de la rame, il aurait eu le temps de s'engouffrer dans un wagon de seconde. Ce qui veut dire que le chef de quai qui avait dit n'avoir vu personne s'extraire du métro ce jour-là, se serait tout simplement trompé. Il était peut-être cet homme dont nous parlons. Peut-être descendu seulement à la station suivante aussi. Ce qui veut dire qu'il aurait été présent dans la rame quand Laetitia mourante a été retrouvée. Bref, personne ne l'a repéré. Il devait être d'un sang-froid incroyable. Il s'est glissé dans la foule et personne ne l'a vu filer. Est-ce qu'il faut croire les éléments rapportés par cette lettre anonyme ? Ah, c'est tentant, c'est sûr, et beaucoup de détails correspondent. Mais peut-être finalement... n'est-ce là aussi que l'imagination d'un falsificateur qui connaissait très bien le dossier et qui, en 1962, a eu envie de s'amuser un peu avec la police et avec les médias? Ce qui est sûr, c'est que, à l'heure où je vous parle, le meurtre de Laetitia Toureau demeure un crime impuni, c'est certain, et un crime parfait, c'est très probable. En tout cas, le dossier, si vous voulez le reprendre,